et bienvenue dans cette émission spéciale de Génération Laudato Si. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une figure majeure mais méconnue du catholicisme social, Dorothy Day. C'est une femme extraordinaire qui a traversé tout le XXe siècle aux États-Unis et qui s'est engagée corps et âme dans les combats politiques, économiques et sociaux de son époque. Alors, pour découvrir cette figure, je suis accompagnée aujourd'hui du coprésident du Café Dorothy à Paris, Alexis Lemétet. Bonjour Alexis. Bonjour Claire. Merci d'être avec nous. Alors Alexis, Dorothy Day était une écrivaine, une journaliste, une militante. Elle a développé une pensée catholique radicale, avant-gardiste, on pourrait dire, en cherchant toute sa vie à mettre en pratique l'évangile auprès des personnes les plus défavorisées. Alexis, on l'a dit, vous êtes le président du Café Dorothy à Paris. Ce nom n'est pas un hasard. Qu'est-ce que le Café Dorothy ? Le Dorothy, c'est un café associatif qui a été fondé il y a 7 ans, qui se situe à Paris, dans le quartier de Ménilmontant. Oui. Et il s'appelle le Dorothy en référence à Dorothy Day. Les fondateurs avaient choisi cette figure parce que c'est une femme originale qui est méconnue en France. Et à travers ce choix, les fondateurs voulaient mieux la faire connaître dans notre pays. Et ils l'ont choisie aussi parce que c'est une femme qui, toute sa vie, a cherché à articuler sa foi et son engagement au service des plus pauvres. Sur quel pilier est-ce que repose le Café Dorothy aujourd'hui ? Le premier pilier, c'est un pilier social. C'est-à-dire qu'on accueille des personnes du quartier, on leur sert des cafés, et c'est l'occasion de belles rencontres, de moments fraternels et gratuits. Il y a aussi des associations qui viennent pour donner des cours de français, pour aider les personnes dans leur démarche administrative, les aider aussi dans l'obtention de titres de séjour. Et puis, tous les premiers dimanches de chaque mois, on organise un grand repas partagé avec les habitants du quartier. Ça s'appelle le Dimanche du Dorothy et c'est des très beaux moments. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai connu le Dorothy et qui m'y a fait venir. D'accord. Le deuxième pilier, c'est le pilier manuel. Ce qui était très important pour les fondateurs de ce café, c'était de transmettre des savoir-faire manuels, retrouver le goût de la matière, faire des choses soi-même. Donc c'est pour ça qu'on propose des ateliers de menuiserie, d'électricité, de plomberie, avec notre chef d'atelier, Pascal, qui est quelqu'un qui adore le bricolage et qui est passionné par la transmission. Et puis le dernier pilier, c'est le pilier intellectuel. Ça nous tenait vraiment à cœur, et notamment aux fondateurs, de pouvoir transmettre des connaissances, de pouvoir réfléchir ensemble sur des sujets d'actualité, et puis nous former ensemble aussi à travers une fraternité politique pour découvrir le christianisme social et la doctrine sociale de l'Église. Alors vous, Alexis Lemétet, comment est-ce que Dorothy Day s'est révélée à vous, si on peut dire ? Moi, j'ai connu cette figure en venant au Dorothy. Plusieurs personnes m'en parlaient et moi, j'ai toujours été très intéressé par l'engagement politique, mais je pensais que c'était déconnecté de ma foi. Et donc, je me suis beaucoup reconnu en Dorothy, Oui. et je me suis mis à m'intéresser à sa vie et elle m'a beaucoup touché, en fait. Et je me suis dit, j'ai vécu les mêmes questionnements qu'elle, et c'est ça qui m'a motivé à m'engager plus avant dans ce café. Alors, le pape François, dans son discours au Congrès américain en septembre 2015, place Dorothy Day au rang des 4 figures américaines majeures, avec Abraham Lincoln, Thomas Merton ou encore Martin Luther King. Alexis, j'aimerais qu'on balaye maintenant avec vous la première partie de la vie de Dorothy Day. Pour commencer, dans quel environnement familial est-ce qu'elle a grandi ? Elle a grandi dans une famille assez pauvre, dans un quartier plutôt pauvre, à Brooklyn, à New York, dans une famille peu pratiquante. Son père était journaliste, il était assez absent, il travaillait la nuit, ensuite il a été journaliste sportif, et sa mère s'est occupée de sa famille, une famille de 5 enfants. Dorothy était la 3e, et elle s'est beaucoup occupée de son petit frère John. Donc c'est plutôt une famille qui a été aimante grâce à la mère, mais Dorothy a souffert de peu voir son père. Donc, une famille pas pratiquante dans les quartiers populaires. Et alors, Alexis, quel est son premier contact avec les personnes les plus défavorisées ? La famille a déménagé à San Francisco, et San Francisco a été marqué par un tremblement de terre en 1906. Et Dorothy a été marquée par l'exemple de sa mère, qui a donné tous ses vêtements, toute la nourriture qu'elle avait à des personnes qui venaient de l'autre côté de la baie et qui étaient en situation de grande détresse. Et ça l'a beaucoup marquée, et elle s'est dit, moi aussi je veux toute ma vie la dédier aux plus pauvres et tout donner pour ces personnes. Oui, donc ça a été vraiment un épisode fondateur pour elle. Tout à fait. Très profond. Son parcours scolaire et universitaire montre déjà des signes précurseurs de son engagement politique. C'est assez frappant, dès son plus jeune âge. Quand elle est à l'université, déjà, elle développe une conscience aiguë, on peut dire, des grandes disparités de vie entre les plus riches et les plus pauvres. Oui, elle lisait beaucoup des auteurs qui étaient très engagés et qui ont beaucoup dénoncé les ravages du capitalisme et de la pauvreté aux États-Unis. Elle s'est encartée
au Parti socialiste Mmh. quand elle était étudiante. Et puis, à travers ses rencontres, ses fréquentations, elle a voulu approfondir son engagement militant en participant à des manifestations, à des grèves. Et c'est progressivement ce qui l'a ensuite amenée vers le métier de journaliste. Oui, elle a 16 ans, donc quand elle rentre à l'université en 1924, elle y passe effectivement quelques années. À ce moment-là, en fait, elle renonce à toute forme de religion. Elle est athée, si on peut dire. En tout cas, elle n'est pas du tout intéressée par la foi catholique. Elle a toujours eu le désir de Dieu en elle, mais elle avait le sentiment que la situation des plus pauvres était telle qu'elle avait l'impression que Dieu n'était pas là. Elle avait cette formule, elle disait, mais où sont les saints pour s'occuper des plus pauvres? Où sont les saints quand il y a des esclaves? Et où sont les saints et que peuvent-ils faire pour justement supprimer l'esclavage lui-même? Hmm. Et elle avait vraiment l'impression qu'il y avait cette incompatibilité, mais ensuite, ça va changer. Quand elle quitte l'université, elle devient journaliste. Pourquoi est-ce qu'elle fait le choix de ce métier en particulier? Elle a choisi ce métier parce qu'elle voulait vraiment être au contact de la population. Elle voulait raconter la vie des gens. Elle voulait raconter la souffrance des personnes. Elle était dans des manifestations. Elle a raconté la vie des gens. Et elle a fait aussi ce métier parce que ça lui permettait de faire prendre conscience de la situation sociale, d'éveiller les consciences sur cette détresse aux États-Unis, à une époque où il y avait encore peu de prise de conscience de cette pauvreté, du chômage, alors qu'en Europe, la situation était plus développée avec notamment le développement des théories marxistes, des mouvements socialistes, de tout le christianisme social, notamment avec le mouvement Le Sillon. Aux États-Unis, c'était encore tout en germe. Et grâce à tout son travail de journaliste, en écrivant des chroniques assez engagées, Très engagée, oui. très fortes, elle a pu faire prendre conscience de la situation des plus pauvres aux États-Unis et d'impulser des changements politiques. Oui, c'est d'ailleurs assez frappant parce que donc elle gagne très peu d'argent à cette période de sa vie. C'est un métier vraiment précaire pour l'époque. Et elle interviewe très jeune Trotsky, qui est en exil à New York. Donc ça dit quand même quelque chose de son parcours et de sa personnalité. Ensuite, en 1924, donc Dorothy Day se dirige peu à peu vers la foi catholique. Comment se passe sa conversion exactement? Elle a eu une première expérience amoureuse qui a été douloureuse. Elle a connu le drame de l'avortement. Ensuite, quelques années de grande solitude. Et puis, elle a rencontré un homme qui s'appelle Foster, avec qui elle a vécu des belles années. Qui était chrétien, Qui du coup? était non, qui n'était pas chrétien. Ils ont eu un enfant ensemble. Et à travers l'expérience de la maternité, Dorothy a vraiment redécouvert la foi. Elle se mettait à prier. Elle a redécouvert le goût de l'adoration. D'accord. Mais Foster n'était pas chrétien. Et donc, c'est une difficulté qui est revenue, qu'elle avait déjà connue et qui est revenue. Et finalement, elle s'est séparée de Foster. Le lendemain de sa séparation, elle s'est fait baptiser dans l'Église catholique. Et puis, elle a baptisé sa fille Tamar Teresa. Presque un signe de défi, ça en dit long sur son tempérament. Dorothy Day donc, a trouvé Dieu dans l'accueil, le contact avec les personnes les plus défavorisées. Et puis à partir de sa conversion, elle met vraiment le Christ au centre de sa vie et elle nous montre que foi et engagement social sont vraiment deux choses intimement liées. Pourtant, son parcours de foi est sinueux. Je vous propose d'écouter à ce sujet Mathilde Montauvert. Elle est membre de la communauté du Chemin Neuf et auteure d'une biographie sur Dorothy Day. Écoutez. C'est au moment où elle a vécu l'expérience de la maternité et de la naissance et de la filiation avec cette fille, quoi, enfin cette maternité. Elle a compris qu'en fait, avec, la rencontre d'une religieuse, dans le lieu où elle habitait, qu'il fallait qu'elle offre, cette possibilité à cette fille d'être baptisée. Et du coup, elle a commencé à goûter aux bases de la foi et à l'importance de ce que c'était que voilà, de croire et de la foi. Et elle a commencé à ce moment-là un cheminement vraiment, spirituel et profond de foi. Et elle aussi donc a vécu une conversion en fait, profonde et d'être, aussi de goûter à cette joie du baptême et de rentrer dans l'église en fait, catholique, avec tout ce qu'elle était, avec son cheminement un peu particulier, chaotique de cette jeunesse, de cette enfance et tout ça. Mais en fait, ça a été vraiment un choix personnel, adulte et pour elle, ça a été un réconfort énorme de comprendre qu'elle était aimée par un Dieu, voilà, qu'elle connaissait pas et qui était aussi, pour elle. Et puis après, donc elle a développé toute cette œuvre, voilà, du mouvement, catholique ouvrier, tout ça, en alliant ce côté de justice sociale
et cette foi avec, la doctrine sociale de l'Église et tout ça. Donc ça, c'est plus tard, en fait, qu'elle a compris qu'elle pouvait, faire un pont entre les 2, entre vraiment cette foi qu'elle avait, qui devenait importante pour elle, et puis ces questions aussi, de justice sociale, de pauvreté, qui l'ont jamais quittée non plus, voilà. Alexis, on va maintenant plonger avec toi dans la deuxième partie de la vie de Dorothy Day. Entre les années 1927 et 1932, on pourrait dire qu'elle vit un peu une période de désert. Elle est seule, elle doit s'occuper de sa fille, elle est aussi un peu en porte-à-faux avec l'église qu'elle côtoie, elle ne se reconnaît pas dans l'institution ecclésiale, elle est épuisée, elle travaille énormément. Et puis un soir, en fait, en rentrant d'une marche de la faim, qu'elle couvre pour son journal, elle fait une rencontre qui est décisive, Alexis. Et effectivement, elle couvrait une marche pour la faim, donc une marche qui était organisée par des partis politiques et des syndicats pour montrer la détresse de beaucoup de personnes au Capitole. Et après cette manifestation qu'elle couvrait, elle va aller prier au sanctuaire de l'Immaculée Conception à Washington et elle va vraiment demander à Dieu de lui montrer un chemin pour travailler pour les plus pauvres et les opprimés. Elle va demander instamment cela dans sa prière et quand elle va rentrer chez elle, à New York, eh ben, elle va faire la rencontre de Pierre Morin, En français, oui. un Français qui est issu d'une famille de paysans français et qui était là dans son salon. La porte lui avait été ouverte par la belle-sœur de Dorothy Day et qui est en train de raconter son programme politique à sa famille. Puis on raconte que c'est un personnage un peu étonnant parce qu'il a l'air d'une personne un peu à la rue, on comprend pas trop qui il est au premier abord. Oui, c'est un personnage un peu bohème, c'est-à-dire qu'il a vécu en France, il a voulu devenir religieux, ensuite il a émigré au Canada, il a été fermier, et puis il s'est beaucoup intéressé à la doctrine sociale de l'Église, à la vie de Saint François, et il a construit un programme politique et il cherchait à le mettre en place. Et donc il a rencontré le directeur d'un journal pour lequel Dorothy travaillait, Commonweal, et ce directeur lui a dit « mais allez voir Dorothy Day, vous avez les mêmes idées ». Et donc il va voir Dorothy Day et ensemble ils parlent et ils vont fonder ce Catholic Worker Movement, le mouvement catholique ouvrier. Ils vont créer un journal, ils vont ouvrir une maison d'hospitalité à New York et ils vont aussi avoir ce souci du retour à la terre. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour Pierre Morin, le retour à la terre, l'ouverture de fermes communautaires. Donc en fait, ce projet qu'ils fondent ensemble devient presque une communauté de vie qui est en pleine expansion, qui prend une ampleur très importante en quelques années. Tout à fait. Ils vont lancer ce journal qui au début va faire 2500 exemplaires, qui est vendu à 1 centime en 1933. Et en 1936, il y a 150 000 exemplaires qui sont vendus. Donc c'est un succès fou, ça touche beaucoup les gens et ça va porter tout le mouvement. Donc à la fois dans cette maison Saint-Joseph à New York, il va y avoir l'édition du journal et puis il va y avoir une soupe populaire également qui va être servie. Il y a des gens qui vont vivre en communauté. Et donc c'est ça le mouvement catholique ouvrier, c'est articuler toutes ces dimensions. L'édition d'un journal pour éveiller les consciences, la vie en communauté, le souci des plus pauvres. Et c'est dans cela que va vivre Dorothy Day jusqu'à sa mort. Et donc, entre la fondation de ce mouvement en 1933 et sa mort dans les années 1980, Dorothy Day est sur tous les fronts. Alors, on n'a pas le temps, malheureusement, de s'arrêter sur chaque combat de sa vie, mais ces combats sont nombreux, aussi bien au niveau politique qu'économique, social. Comment est-ce que son engagement est reçu dans la société états-unienne de l'époque ? Il est bien reçu. Ah oui, C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce succès journalistique, et puis elle va devenir l'icône d'une génération. Elle va beaucoup se mobiliser pour les droits civiques. Dès les débuts du mouvement catholique ouvrier en 1933, il y avait cette attention pour les personnes racisées, pour les droits civiques. Donc elle va se faire l'écho de ce combat à travers son mouvement. Elle va aussi beaucoup se mobiliser sur le combat contre l'armement nucléaire. Il y a par exemple une anecdote intéressante, c'est entre 1955 et 1961, à New York, il y avait une fois par an un exercice où tous les habitants devaient aller dans le métro pour se réfugier. Et elle va refuser de se soumettre à ces exercices. Et avec des amis, elle va manifester de façon pacifique dans des parcs. Et c'est une manière de montrer sa désobéissance civile. Et elle va obtenir gain de cause. Elle va obtenir cette victoire politique pacifique en 61, puisque les exercices vont être supprimés. Donc elle a effectivement des postures assez radicales, subversives, on pourrait dire. Comment est-ce qu'elle est perçue par les autorités américaines ? Est-ce qu'elle n'a pas eu de problème avec les autorités ? Alors ce qui est intéressant chez Dorothy, c'est qu'elle a vraiment poussé son engagement jusqu'au bout, et de manière pacifique. Donc on pourrait dire de manière vraiment chrétienne. Elle a fait plusieurs fois de la prison, quand elle était dans le mouvement des suffragettes, dans les années 1910, contre la guerre, contre le désarmement nucléaire, et elle était même fichée par le FBI
Il y avait John Edgar Hoover, le grand directeur du FBI, qui avait lui-même fait une fiche sur Donc Dorothy elle était Day. surveillée, elle faisait peur, Elle peut-être était quelque part. surveillée, et Ouais. on pensait qu'elle était manipulée par les milieux communistes. Ouais. Et il y avait une anecdote aussi qui raconte qu'en cas d'état d'urgence aux États-Unis, elle ferait partie d'une des premières personnes qui devraient être emprisonnées. Donc ça en dit long sur la caisse de résonance qu'elle avait et l'icône qu'elle était devenue dans cette société américaine. Dans les années 60, Dorothy continue ses combats en faveur de la paix, des droits des personnes les plus pauvres, des personnes racisées, mais elle n'adhère pas au mouvement de libération des mœurs de l'époque. Elle reste attachée à l'Église, elle est attachée à une morale catholique qu'on dirait peut-être aujourd'hui très conservatrice. C'est étonnant quand même, elle était aussi pro-vie. C'est un peu une figure inclassable, Alexis Dorothy Day. Ouais, c'est une figure inclassable. Pendant les années 60, il y a le Concile Vatican II. Elle a été touchée par le fait que la messe puisse être dite en langue vernaculaire. Elle trouvait que c'était formidable. Mais ce Concile Vatican II s'est aussi accompagné d'un mouvement de libération. Elle ne voulait pas devenir l'icône des progressistes. Elle disait elle-même, moi, je suis désolée, je suis une traditionnaliste. Elle était attachée à la tradition, elle était contre l'avortement, elle était contre le contrôle des naissances, et elle a voulu rester fidèle à l'orthodoxie catholique. Elle était mal à l'aise aussi avec tout ce mouvement de libération sexuelle, et elle trouvait aussi que toutes les valeurs qui étaient inspirées par le christianisme, le souci des plus pauvres, l'obéissance, la chasteté, étaient perdues. Et elle est très attachée à maintenir ces valeurs dans la société. Et donc oui, on peut dire que c'est une figure inclassable, à la fois par son orthodoxie et son combat radical au niveau politique pour la justice sociale. Alors, Dorothy Day est morte à New York en 1980 et sa cause en béatification a été ouverte par le pape Jean-Paul II en 2000. Alexis, Dorothy Day a tenté de transformer la foi et l'engagement de tous ses contemporains. Est-ce que vous pensez qu'elle peut vraiment nous inspirer encore aujourd'hui? Oui, elle peut nous inspirer parce qu'elle a donné sa vie au service des plus pauvres, elle a vécu avec les plus pauvres, elle a vécu cette vie de communauté. Et on parle d'écologie intégrale, et le pape François parle beaucoup dans son encyclique Laudato Si, justement de ce souci de vivre en communauté, d'avoir une simplicité de vie, de retrouver le soin de la personne, et aussi de prendre soin de son intériorité, c'est-à-dire d'avoir une vie de prière. Et Dorothy allait à la messe tous les jours. Donc elle a fait à la fois cette écologie intégrale, cette vie de prière très forte, et son don de soi. Ce don de soi, cette quête de justice, cette volonté de transformer les structures. Et on peut dire qu'elle a vraiment été cohérente avec ce que l'Église nous parle à travers le principe du bien commun, à travers l'option préférentielle pour les pauvres. Ce qui est vraiment inspirant pour nous aujourd'hui, à travers la figure de Dorothy, c'est de vivre l'Évangile de manière concrète. C'est de vivre Matthieu 25, Matthieu j'avais 25. faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais en prison et vous m'avez visité. Dorothy Day, elle disait, moi je veux vivre les œuvres de miséricorde. Il y avait aussi le Sermon sur la montagne, avec les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Elle a vécu ça aussi. Et donc oui, c'est une figure d'inspiration aujourd'hui pour notre époque. Et nous, au Dorothy, on dit souvent qu'on est de la génération du pape François. Et si le pape François a cité Dorothy Day en parlant de son activisme social, en parlant de sa foi qui était ancrée dans la prière, de l'exemple de la vie des saints, c'est qu'aujourd'hui, elle est vraiment un exemple complètement actuel. Est-ce que vous diriez qu'elle vous inspire concrètement dans votre vie de foi, votre vie quotidienne? Oui, parce moi, j'étais toujours intéressé par la politique et je pensais que c'était complètement dissocié de l'Église. Et en fait, pas du tout. Les réflexions que j'avais, elle les a partagées aussi. Donc il y a cette continuité. Et dans mon action au Dorothy, on a l'impression que Dorothy Day pourrait être là quand on discute avec quelqu'un, qu'elle pourrait être assise dans un canapé, que quand on rencontre une personne en difficulté, Dorothy Day aurait fait ça il y a quelques années. En fait, il y a vraiment cette filiation et on a le sentiment au Dorothy de prolonger son œuvre. Et ça nous rend très heureux. Eh bien, Alexis nous le disait, Dorothy Day nous inspire par la force de son engagement et par sa compassion. Mais on peut aussi prier avec Dorothy. C'est ce que nous dit Mathilde Montauvert, membre de la communauté du Chemin Neuf. Écoutez. Ce qui est génial avec Dorothy Day, c'est que ça nous donne beaucoup d'espérance, de prier avec elle. Parce que c'est une personne qui a pas du coup eu un parcours, disons, ce qu'on peut entendre de linéaire. Donc parfois, il y a beaucoup de saints, on a l'impression qui ont eu, des vies exemplaires ou des vies, sans trop, d'écart. Notamment les saints aussi qui sont décédés jeunes, où on sent qu'il y a une vie, quand même assez lisse et un peu innocente, où on se dit, «Bon voilà, avec nos casseroles de vie, on a l'impression qu'on peut plus s'identifier à ces vies de saints».
Alors que Dorothy Day, elle a une vie longue et avec, beaucoup de rebonds, beaucoup de souffrances, de périodes, voilà, de questionnements difficiles et tout ça. Et du coup, on sent qu'on peut plus s'identifier parfois, alors après ça dépend qui, mais je pense pour, grand nombre de personnes, ça correspond aussi à une vie qui nous permet de nous dire: «Bah, en fait, la sainteté, c'est pas, l'exemplarité, même si on a eu des écarts dans nos vies, on peut aussi, encore croire à une sainteté pour nous». Et voilà, et donc cette vie, disons un peu chaotique et en même temps, voilà, de don total, d'une vie, ancrée dans le monde et avec un souci des plus pauvres, de ceux qui l'entouraient. Ça peut être aussi, voilà, un lieu d'espérance pour nous. Moi, elle m'aide dans les moments où justement il y a des situations où je sens que situation un peu désespérée, de voilà, d'amis, de proches ou qui vivent des situations un peu difficiles et je me dis: «Mais là, Dorothy Day, il faut que tu agisses, faut que tu montres que cette situation n'est pas désespérée et qu'il y a quelque chose, qui peut se passer». Alexis, est-ce que c'est pas ça, finalement, la grande force de Dorothy Day? C'est de nous donner la permission, à nous, chrétiens ou non-chrétiens aujourd'hui, de pouvoir être en colère, de pouvoir souffrir, de pouvoir être révoltés par les injustices de la société qui nous entoure. Elle a une vie très simple et on peut s'identifier à elle. Et moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je m'identifie à Dorothy. Elle rend la sainteté accessible. On a tous envie d'être saints. Et aussi, quand il y a des moments qui sont difficiles, on peut prier pour elle, on peut se raccrocher à cette figure, et elle donne de l'espérance. Toute sa vie de foi montre que l'espérance est là et qu'elle peut nous aider à traverser des moments difficiles, que ce soit des moments politiques, que ce soit cette crise écologique qu'on vit aujourd'hui. Au bout de tout cela, il y a le salut promis par Dieu, et Dorothy Day, en fait, montre que c'est ça qui est au bout. Et comment, selon vous, vous rendez vivant tout cet héritage immense de Dorothy Day au Café Dorothy à Paris? La première chose, c'est qu'on a une vie de prière d'équipe ensemble. Et on a une prière qui est notamment dédiée à Dorothy Day. On C'est demande, intéressant. Qu'est-ce que vous lui dites ou comment vous priez? on prie à Dieu qu'à travers la figure de Dorothy Day, nous continuons son projet. Et nous demandons aussi à ce que Dorothy Day soit sainte. Et puis, porter ce projet dans la prière, ça nous aide à aller de l'avant. Ça nous permet de confier les personnes que nous accueillons dans ce café. Et ça nous permet aussi de porter toute notre action, toute notre difficulté personnelle, toute la cohésion de l'équipe. Et puis par ailleurs, Dorothy Day nous inspire et on essaie de faire vivre son héritage à travers l'écologie intégrale, en vivant en communauté avec les personnes. Par exemple, on a construit un compost avec des personnes du café, on a construit un four à pain avec des personnes du quartier. Il y a des personnes du café qui nous aident à balayer les feuilles, qui nous aident à entretenir le lieu, à faire le ménage. Et en fait, c'est vraiment un lieu de vie. C'est à la fois un lieu de vie et c'est une communauté. Et le Dorothy, aujourd'hui, c'est comme la maison Saint-Joseph à New York. C'est un lieu et c'est une communauté où chacun se sent aimé, où chacun se sent accueilli, où chacun sent qu'il est appelé par son prénom, qu'il peut devenir autonome, qu'il peut devenir considéré par les autres, qu'il peut servir les autres. Peter Morin, il disait ce qu'on veut, c'est créer une société où il est plus facile pour chacun d'être bon. Et au Dorothy, on est un lieu qui permet une plus grande autonomie des personnes. Et en cela, on fait vivre l'héritage de Dorothy. Mais alors, c'est quand même difficile parce que quand on est derrière son écran, quand on n'habite pas à Paris, quand on n'a pas le Café Dorothy à côté de chez soi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut se retrouver forcément en communauté? Est-ce qu'il faut ouvrir des cafés partout en France? Comment on fait quand on n'est pas à Paris, dans le 20e arrondissement, qu'on n'a pas le Café Dorothy? Déjà, priez avec nous, parce que ça nous aide, ça nous fortifie, ça fait qu'on prie ensemble et qu'on forme une communauté. Ce corps du Christ, Dorothy, elle était très attachée au corps du Christ. C'est quelque chose qui était très important dans tous ses écrits. Ensuite, c'est faire le bien là où on est. Et ce sont des actes très simples, très quotidiens. Dorothy Day, elle était aussi très inspirée par la figure de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc un petit mot gentil à une personne, un sourire, ça peut changer la vie, le quotidien d'une personne, des personnes qui sont autour de nous. Donc ça, c'est une manière aussi de transformer le monde. C'est le bien silencieux, discret, mais concret, quoi. Exactement. Et puis, c'est s'engager dans une association, s'engager dans sa paroisse, s'engager dans un mouvement politique. Il y a plein d'actions qui permettent de changer le monde avec cet héritage de Dorothy. Alexis, on arrive bientôt au terme de notre émission. Est-ce que vous pourriez nous donner une anecdote, un moment vécu au Café Dorothy qui vous a marqué ces dernières années?
Moi, ce qui me marque beaucoup, Dorothy, c'est les rencontres avec les personnes qui sont accueillies dans ce café, notamment la rencontre avec Rémi, qui est un monsieur qui vient depuis longtemps au café, avec qui on discute, qu'on a aidé parfois l'hiver à trouver un logement parce qu'il était en grande difficulté. C'est la rencontre de Moussa aussi, qui est un ancien livreur sans papier, et qui est heureux de vivre au dimanche du Dorothy. Une fois, il a chanté à un karaoké qu'on avait organisé, et on le sentait il avait jamais été aussi vivant. Ça l'avait beaucoup marqué. C'est la rencontre de Jean-Jacques aussi, qui est un grand habitué du lieu et qui a envie de créer une association pour ouvrir des écoles en Afrique. Donc c'est tous ces personnages, toutes ces rencontres qu'on fait au Dorothy. Moi, c'est ça que je retiendrai du Dorothy, c'est ça qui me marque, c'est ça qui me fait envie de continuer à m'engager dans ce lieu, c'est pour ces personnes et aussi pour tout ce que ces personnes m'apportent, parce que ça me déplace et parce qu'en fait, je me rends compte que je reçois énormément de ces personnes lors de discussions et en me donnant vraiment à elles. Bah, je reçois aussi, ça m'apporte, ça me donne encore plus envie de changer le monde et de prier. Alexis, une dernière parole de Dorothy Day pour conclure? Bah, Dorothy, elle disait, on n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit d'être fatigué, il y a trop à faire, donc agissons. Agissons. Merci beaucoup Alexis Lemété d'avoir été avec nous pour découvrir cette magnifique figure qu'est Dorothy Day. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir été avec nous pour cet épisode. Et je vous dis à très bientôt dans Génération Laudato Si.